été collègues à Columbia dans les années 1980. On a dû y arriver à peu près en même temps, jusqu'au moment où il est parti pour Stanford. Et à l'époque, précisément, il travaillait sur la terra incognita de la littérature, puisque c'était l'atlas, c'était sur l'atlas de la littérature qu'il travaillait et dont il nous entretenait. Donc c'était les cartes qu'il occupait et qui se trouvaient dans ses livres, plutôt que les schémas et les tableaux qu'on trouve dans celui-ci. Alors, que dire de ce livre pour commencer? Bon, j'ai lu un certain nombre des fascicules de Stanford au fur et à mesure qu'ils étaient publiés, que je les ai téléchargés. Je ne sais plus très bien comment j'étais tombé dessus il y a un certain nombre d'années. Je crois que je les ai même commentés dans un ou deux articles ou dans des chroniques, certains d'entre eux. Voir cet ensemble ici, ce recueil d'un certain nombre de ces pamphlets, c'est évidemment autre chose. Et je voudrais peut-être commencer par dire combien il est impressionnant de voir que ces textes se présentent comme des articles de nos collègues scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a une question de signature qui est posée par ces articles, puisque chacun d'entre eux est surmonté d'une liste qui peut être assez longue de noms de collaborateurs. Alors, je suis frappé par, évidemment, l'analogie avec le travail des revues scientifiques et de nos collègues scientifiques, et pourtant des différences, des distinctions, puisque ces noms sont par ordre alphabétique, alors que dans les articles scientifiques, ils sont par ordre de paternité du chercheur et de responsabilité et d'engagement du chercheur. Ce n'est pas le même nombre de points pour la personne si elle est numéro 1, numéro 2, numéro 3 dans la liste. Donc vous n'êtes pas allé jusqu'à mettre, en tout cas dans la version française, je n'ai pas été vérifié dans les pamphlets. C'est le même. C'est la même chose, c'est l'ordre alphabétique qui prime et non pas l'ordre de la responsabilité, du financement, etc. Et alors l'autre différence tout de même avec la présentation, les signatures, c'est la question de la signature qui est évidemment importante dans des travaux comme ceux-là. Autre question qui est posée par la signature, c'est dans les articles des scientifiques, on a toujours une ribambelle de notes qui nous indique tous les rattachements de toutes ces personnalités. Et c'est évidemment très important, puisque, comme vous le savez, c'est ça qui compte aujourd'hui dans les classements internationaux dont nous sommes tous très dépendants, puisque les points vont ensuite être redistribués, s'émietter jusqu'à Shanghai et reviendront sous la forme de notes. Donc vous n'êtes pas allé jusque-là dans la présentation et la rentabilité scientifique telle que fonctionne la recherche aujourd'hui, mais il est évident qu'il y a un grand pas en cette direction. L'un des autres intérêts de ce livre, c'est qu'au fond, il se présente dans un ordre en gros chronologique de l'état des recherches successives, et donc ça montre bien comment, à partir de cette rencontre entre littérature et informatique, vous avez peu à peu navigué en terra incognita de manière assez expérimentale et en voyant ce qui pouvait être fait. Alors moi, je n'avais pas tout à fait la même impression que vous, ce que vous avez dit dans votre introduction. J'avais l'impression que l'informatique et la littérature, au fond, avant cette étape, c'était moins du côté du corpus qu'elle était intervenue que du côté de la statistique, de la stylistique statistique. C'est ça qu'on avait connu jusque-là, c'était la stylistique statistique, le quantitativisme appliqué à la langue et notamment aux questions d'attribution. L'intérêt que pouvait avoir la quantification pour résoudre des questions d'attribution. Et c'est d'une certaine façon votre point de départ, puisque ce sont les travaux qui ont été faits notamment sur le théâtre élisabétain
et qui permettait, à travers la stylistique computationnelle, il y a beaucoup de noms donnés à cette discipline, hein, beaucoup de noms variables en Australie, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, où il y a une série de pôles assez forts. Et au fond, il me semblait que c'était ça qui avait été le point de départ, la possibilité de résoudre des... Alors, est-ce de résoudre, j'en suis pas sûr. Plutôt de vérifier que de résoudre. De vérifier des questions d'attribution. Et évidemment, ce qui était à mes yeux une relative nouveauté, bon, il y avait eu bien sûr des antécédents, c'est que ces questions d'attribution en Australie et aux États-Unis et à Pittsburgh, à Carnegie Mellon, se fondaient sur les éléments de la langue qui sont sans importance. Hein, de buffer, je ne sais pas comment on traduit buffer en français, mais comment est-ce qu'on dit oui, enfin c'est le buffer, c'est ce qui, la bourre. Comment le tampon, la colle. La colle. Hein, oui, il y avait quelqu'un qui utilisait la métaphore de la colle. Hein. Au fond, c'est ça qui, moi, m'avait paru très très intéressant. Et au fond, c'est un peu le point de départ, c'est que ce qui importe pour identifier s'il s'agit d'une pièce de Shakespeare ou non de Shakespeare, ce ne sont pas les mots lexicaux, mais c'est les articles, les pronoms, les conjonctions, enfin tout ce à quoi nous, lorsque nous lisons, nous ne faisons pas attention. Tout ce à quoi nous ne faisons pas attention, pour moi c'était depuis assez longtemps déjà une sorte de découverte importante. Hein. Mais encore une fois, j'étais très en retard parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient dit ça depuis très longtemps. Depuis très longtemps que la signature d'un texte, l'auteur, l'autorité d'un texte ou l'autorialité, elle résidait dans ce qu'il y a de plus insignifiant dans un texte et que c'était ça qui permettait de décider si on était dans une page, dans les pièces qui posaient des litiges d'attribution, si on était bien dans Shakespeare ou dans Fletcher, etc. Donc ça, c'était déjà très intéressant. Et bien alors, la seconde étape qu'on retrouve au début de votre livre, qui m'avait paru aussi très très intéressante, c'est là où vous avez embringué, c'était la reconnaissance des genres. Le fait que, par cette analyse statistique des mots insignifiants, des most frequent words, hein, donc les mots insignifiants d'un texte, par l'analyse statistique des mots les plus insignifiants d'un texte, eh bien, on était capable de retrouver les genres. Hein, retrouver les genres. Alors là aussi, ce n'était pas une découverte, puisque ça nous apprenait que Henri IV, c'était une pièce historique, et que Hamlet, c'était une tragédie, et que telle autre pièce de Shakespeare était une comédie. Donc ce n'était pas une découverte, il y avait quelques outliers, comment dit-on en français, je ne sais pas non plus, quelques... C'est toi qui as traduit. Non, je ne traduis pas. Outliers, non, je ne sais pas comment on dit ça. Pas exception, mais c'est pas les exceptions, c'est ceux qui sont un peu perdus, les égarés. C'est les égarés dans la statistique. Bon, il y a des outliers, si mes souvenirs sont bons, ce sont de vieux souvenirs. C'est Othello qui est un outlier parfait parce que il n'appartient pas du tout aux tragédies de Shakespeare pour les statisticiens du style. Mais alors là, ça m'avait beaucoup intéressé, ce genre de travaux. Alors je le dis tout de suite, je crois que j'ai déjà écrit, mais ça m'avait beaucoup intéressé parce que ça montrait que ce qui était au fond le credo de la théorie de ma jeunesse ne tenait plus le coup, enfin, était mort, ayant été élevé, ayant grandi à une époque où on considérait que
la phrase était la limite de la linguistique et de la poétique ou de la rhétorique ou de l'analyse du discours. Je me souviens encore que dans les premières pages de ce qui était ma thèse, la seconde main, le travail de la citation, je me fondais sur ce credo qui venait de Benveniste, qui avait une limite qui était la phrase, et puis il y avait un avant, un en deçà de la phrase et un au-delà de la phrase, et que c'était deux continents différents, avec des instruments différents, avec des méthodes différentes, et que au fond, pour faire de la poétique ou de la rhétorique, les éléments de la linguistique n'étaient pas vraiment utiles. Et alors là, on avait vraiment quelque chose qui, à mes yeux, était assez radical, et c'est ça, au fond, votre point de départ. C'est cette radicalité, c'est qu'on peut reconnaître le genre dans la phrase. On peut reconnaître le genre d'un texte dans la phrase, à la distribution des most frequent words. Et alors, ils avaient fait ça pour Shakespeare, et je crois que vous avez commencé à travailler avec des gens comme Whitmore, qui avaient bien travaillé sur ces questions sur Shakespeare, et vous l'avez appliqué, enfin toi et l'équipe, au roman avec tous les sous-genres du roman du 19e siècle. Et au fond, c'était vos premiers pamphlets, c'est ce qu'on retrouve dans le premier chapitre, ici. C'est efficace, c'est intéressant. Moi, ce qui m'intéressait, je n'oublie pas que j'ai fait de l'informatique avant de faire de la critique littéraire, et ce qui m'intéressait, c'était ce type d'analyse en composantes principales, des données statistiques, comme on appelle, je crois en français, non supervisées. Je crois que c'est comme ça qu'on traduit. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a pas d'interprétation avant de livrer le corpus au calcul. Il n'y a pas d'interprétation. Et on peut ensuite... alors ça pose des problèmes, ça pose beaucoup de problèmes, mais on y viendra peut-être dans un moment. C'est tout ce que tu poses dans la conclusion, qui est, je crois, signé seulement par toi, parce qu'il s'appelle Tram, et je crois qu'il faudra qu'on en parle, parce que c'est l'un des points très très sérieux, qui est la place de l'interprétation dans l'analyse statistique de la littérature, le rapport de la corrélation et de la causalité. Est-ce qu'on ne fait que repérer des corrélations ou à l'interprétation après ça? C'est posé à la fin. Je l'attendais. En lisant d'un bout à l'autre, je me disais, mais bon, on l'attend à ce tournant. Et enfin, ça vient dans les toutes dernières pages. Alors, ce qui me semble intéressant, bon, j'avais bien suivi ces premiers travaux qui démarraient sur la stylistique statistique et cette sorte de prolongement dans la théorie des genres. L'idée que la théorie des genres se place au niveau de la phrase, est infraphrastique, et que si on continue à pousser loin l'analyse, on peut repérer les genres dans les phrases. Donc c'est beaucoup plus, au fond, que le rapprochement que l'on a fait et que tu faisais avec Morelli. C'est beaucoup plus parce que l'analyse de Morelli, c'était l'attribution à travers les données insignifiantes du tableau, les ongles, les lobes d'oreille. Donc ça, c'est insignifiant et ça permet d'attribuer. Mais là, il y avait vraiment, me semble-t-il, un saut, puisqu'on arrivait à ce qui est tout de même l'un des noyaux intéressants de la littérature et de la théorie littéraire, qui est la théorie des genres. Bon, je sais que moi, j'ai pas trop travaillé sur les genres, j'aime pas trop les genres. J'ai jamais beaucoup aimé les genres. Attendez, attention, pas gender. Non, je ne parle pas de gender ici. La théorie, quand on dit la théorie du genre, maintenant en français, il faut faire très très attention, très très attention.
donc je ne m'aventurerai pas à parler de la théorie du genre, mais de la théorie des genres. Hein. Dans le démon de la théorie, il n'y a pas de chapitre sur le genre. Donc le genre n'est pas trop mon affaire. Mais ici, je suis intéressé par ce que vous avez fait avec les genres, qui au fond, ce que vous creusez, puisque le dernier grand chapitre sur le canon et l'archive, qui est le chapitre le plus long, à mes yeux le plus important de ce livre, hein, je dirais, c'est le plus important, le canon et l'archive, dont on peut dire un mot. Après, c'est vers la théorie des genres que vous allez vers les choses les plus intéressantes, à mon sens, dans ce livre. Alors, dans cette première étape, disons le grief qu'on pouvait avoir, ou l'argument qu'on pouvait avoir, c'est que, au fond, on ne faisait que vérifier des choses qu'on savait. On ne faisait que vérifier des choses qu'on savait, que ce soit pour les attributions à Shakespeare, que ce soit pour les genres des pièces de Shakespeare, et que ce soit pour les genres et les sous-genres du roman du XIXe siècle. C'est déjà pas mal de vérifier qu'on a ce qu'on a toujours su, ce qu'on a toujours pensé. Pensé, mais pas su. Pas su, qu'on a toujours pensé, mais bon, oui, su quand même, su, oui. Donc, ça servait à vérifier le logiciel plutôt qu'à donner des résultats nouveaux. Il me semble que peu à peu, quand on avance dans votre recherche, eh bien, on va vers des articles où il peut y avoir des résultats, je dirais, contre-intuitifs. C'est à ce moment-là que ça devient intéressant, parce qu'on pense justement qu'on croyait, ou on pensait, on croyait savoir. Et alors là, dans les premières phases, je dirais, il n'y a pas de résultat contre-intuitif. Sinon, il peut y avoir l'outlier, on s'interroge sur un Othello, mais alors à ce moment-là, Othello devient singulier. Pourquoi il est là? Alors là, l'interprétation commence et elle divague. Et il y a plein de gens qui avaient déjà dit que Othello, c'était singulier. Donc c'est pas nouveau. Et on peut dire ça des romans du 19e siècle aussi, que Adam Bede, c'est singulier, c'est exceptionnel, et donc ça n'entre pas dans les catégories. Il y a toujours des outliers, justement. Ce sont des grands romans. Alors, il y a des articles, je dirais, des articles qui me paraissent, bon, est-ce qu'il faut le dire, qui me paraissent apporter moins que d'autres. J'ai lu celui sur la Banque mondiale, avec les repérages de l'évolution du discours de la Banque mondiale. Je me disais, au fond, est-ce qu'on aurait dit autre chose dans l'analyse du discours, dans l'analyse de contenu des années 70, de l'évolution idéologique de la Banque mondiale, puisqu'on voit une Banque mondiale qui, des années 60 à travers cette analyse statistique, hein, c'est-à-dire c'est une analyse lexicale. Une analyse lexicale, on voit une Banque mondiale qui devient dans les années 90-2000 totalement en phase avec le discours libéral et le discours de la finance, alors que dans les années 60 à 80, elle était en phase avec le discours du développement. Donc, au fond, rien qui est contre-intuitif. Et comment? Oui, rien que n'aurait pas dit l'analyse du discours des années 60 ou 70. En revanche, dans le dernier, bon, je dirais aussi un mot d'un article qui m'a intéressé, c'est l'article sur le paragraphe, le texte sur le paragraphe. Parce que le paragraphe, justement, comme je disais tout à l'heure, les analyses computationnelles bouleversent la hiérarchie entre phrases et texte et corpus. Et donc, l'analyse que vous faites dans tout un chapitre sur le paragraphe est intéressante. Elle donne lieu à de très beaux schémas, hein, comme celui-ci, qui représente un des plus beaux du livre, qui représente tous les romans. Mais on a dans cette analyse du paragraphe, alors il faut insister, c'est le paragraphe narratif, parce que quiconque a été aux États-Unis sait que le paragraphe est la base de ce qu'on apprend, le b.a.-ba depuis l'école primaire, c'est le paragraph writing. Hein. Donc tout Américain a appris à écrire un paragraphe.
En France, on apprend, enfin à ma connaissance, du temps où je suis passé par l'école, en France, on n'a jamais appris à écrire un paragraphe. L'unité n'est pas le paragraphe. En France, on apprend à écrire des dissertations, mais on n'apprend pas à écrire le paragraphe comme unité. Je me souviens que quand j'étais jeune maître de conférence et que je devais faire un cours sur la dissertation, comment écrire la dissertation, j'insistais sur le paragraphe. Je disais, chaque partie doit avoir 3 paragraphes, chaque paragraphe 3 phrases, etc. Chaque phrase 3 mots. C'est le paragraphe narratif, c'est pas le paragraphe. Le paragraphe narratif, c'est pas le paragraphe argumentatif. Hein. Et c'est très intéressant puisque nous avons des analyses sur la longueur des paragraphes qui permettent de discriminer les types de romans. Et les romans qui ont notamment des romans qui intègrent le plus d'oralité, hein, puisque le paragraphe oral est en principe plus court, donc vous mettez à côté les paragraphes narratifs, les paragraphes dialogés, le dialogue, pour vous concentrer sur les paragraphes narratifs, et ça donne une première discrimination du roman du XIXe siècle, ce qui